Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du panier, un catch-up dans lequel j'ai l'immense plaisir de recevoir Laure, que vous connaissez bien, Laure Lagarde. Bonjour. La fondatrice d'Emily's Pillow. C'était l'épisode 133 qui reste, à mon avis, bien d'actualité aujourd'hui. C'est un épisode que vous avez adoré, toutes et tous, dans lequel tu m'avais livré... tous tes petits secrets pour le lancement d'Emily's Pillow. Je vais essayer de résumer, tu me reprendras si besoin. Mais voilà, allez, courez l'écouter après celui-ci. Épisode 133, Emily's Pillow avec Laure Lagarde, dans lequel tu me racontais, dans les grandes lignes, comment t'étais passé d'un boulot de cadre dans l'industrie aéronautique chez Safran au lancement d'Emily's Pillow, qui sont des thés d'oreiller en soie, entre autres, magnifiques. Et comment tu avais tout appris sur le tas, parce que c'était pas son métier, ton métier, et que tu avais appris le e-com, l'acquise, le warehousing. Et vive la formation en ligne. Exactement. Et tu avais réussi une super lancée, puisque sur ta première année, tu avais fait 1,4 million. Ouais. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Alors déjà un roller coaster en termes de chiffre d'affaires et de renta. Ouais. Tu faisais aussi du conseil pour des e-commerçants et un jour t'as fait un choix entre l'un et l'autre parce qu'il a fallu faire un choix. 2022-2023 c'était compliqué, donc un peu de baisse de CA, puis remontée de CA, de la rentabilité qui est dure à aller chercher, et un déclic et plein de choses. Du staffing, de l'acquise, vaincre peut-être la peur et la frilosité que tu avais connue en 2022 avec des coûts d'acquisition compliqués, le lancement à l'international et aux US que tu es en train de lancer, plein de choses qui font que en 2024, tu vas faire entre 4 et 5 millions. Voilà. C'est assez incroyable, ce qui fait 400% de croissance par rapport à l'année dernière où tu as fait 1 million, 1,3 million, 1,4 million. Voilà. Tu me livres tous tes petits conseils dans l'épisode 133 avec énormément de générosité. C'est pour ça qu'on l'a rediffusé à plusieurs reprises et que j'en parle souvent comme d'un épisode pour tous les gens qui veulent se lancer. C'est faisable et t'en es la preuve. Tout le monde ne peut pas réussir, mais en tout cas on peut se donner un maximum de chances de réussir et il y a pas mal d'outils que tu nous donnes dans cet épisode. Mais là on va couvrir la suite. Salut Laure, super. Ça va? Salut Laurent, ça va très bien, merci. Tu es de passage à Paris pour quelques jours puisque tu viens de t'installer au Canada. Oui, à Montréal. À Montréal, qui sera ta home base pour lancer les États-Unis ou les Amériques peut-être au sens large, ou l'Amérique du Nord. Les États-Unis, puis le Canada, on va voir. Et quand on s'était vu, t'étais 1, là vous êtes 12. Il y a eu plein de changements. Mais peut-être reprenons-les dans l'ordre. Ouais. Salut Laure, ça va? Pardon. Ça va très bien. Non, c'est beaucoup de changements depuis qu'on s'est vu, en effet, pas mal de changements. Là, ça fait 3 semaines qu'on a emménagé à Montréal. C'est un choix de famille. C'était aussi un risque pour plein de choses, mais on a décidé de le prendre. Et on a tout structuré là, ces derniers mois pour pouvoir y arriver. Voilà. Et Emily's Pillow a été structurée aussi et agrandie. Et c'est vrai que là, on va faire une belle année. Et comme tu disais, il y a eu un déclic il y a un peu plus d'1 an. Tu es à l'OJD, qui est un groupe d'entrepreneurs? Oui. Une association? Oui, c'est ça aussi. C'est un JD, club? Centre des jeunes dirigeants, qui est un peu la formation du dirigeant. Qui a un très bon... Attends, c'est quoi le centre? Le CJD? Oui, Centre des j'ai compris, jeunes... OJD. Le CJD, tout à fait. Centre des jeunes dirigeants. Voilà. C'est quoi? C'est un centre... c'est un centre... Non, c'est un réseau d'entrepreneurs qui permet en fait d'avoir une posture en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que leader, en tant que manager, en tant que donner de la vision et du cadre aussi à son business. Donc pour moi, s'entourer, c'était hyper important parce que finalement, je venais pas du tout de ce milieu-là. Et c'est notamment donc lors d'une commission de ce réseau qu'on m'a dit, alors en fait, là, tu fais du conseil, tu as Emily's Pillow. Emily's Pillow, ça a l'air de bien marcher, le conseil aussi, mais là, il faut que tu fasses un choix parce qu'il y a ni l'un ni l'autre qui marche vraiment. Parce que je venais de traverser un peu ce désert en 2022 et même début 2023. Ouais, on se le dit, en 2021, quand on s'est vu, tu clôturais l'année à 1,4 million, qui était en gros ta première année. 2022, tu fais 900 000, donc tu perds 30% de ton business. Ah oui, et puis quasiment négatif en termes de marge, tu vois. Donc vraiment, là, je me suis dit en 2022, waouh, comment je vais remonter la pente. J'avais 2 alternants, un stagiaire, et donc j'avais même pas beaucoup de staff, et malgré ça, les coûts d'acquisition étaient tellement élevés, j'arrivais plus à performer en pub. Vraiment, c'est... Ce qui est intéressant, et donc début 2023 compliqué aussi, et au printemps 2023, donc il y a 1 an et demi,
ce fameux Ouais. rendez-vous du CJD. Ce que je voulais juste dire, c'est que comme énormément de DNVB, de marques qui se sont lancées en pendant, post-Covid, tu as eu une baisse incroyable des coûts d'acquisition fin 2020, enfin deuxième semestre 2020 et 2021, parce que les grands groupes se retiraient des plateformes d'achat média et donc moins de demandes, les coûts baissent forcément. Ce qui a Et permis... moi, j'étais arrivée là-dedans, donc pour moi, c'était la normalité, ces coûts-là. Je disais, je mets 1 euro, je récupère 5. Tu vois, super. Mais non. Mais il y a plein de boîtes qui se sont pris le mur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi plein de boîtes qui se sont dit. En fait, il y a eu un effet feu de paille, je pense, pour plein de boîtes qui d'un coup ont explosé, ont fait 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions en un an, parce que coût d'acc pas cher, et l'année d'après s'écrase. Exactement. Toi, tu t'es pas écrasé, mais t'es passé pas loin du mur. T'as senti le boulet. C'est quoi l'expression? T'as senti le vent du boulet de canon, quoi? Ah oui, là, totalement. Parce que j'ai même repris des choses. J'ai dit ciao aussi à des consultants que j'avais. J'avais une agence de pub. Je lui ai dit, ça va plus être possible. Je peux plus mettre ce budget-là, alors que finalement, je suis même plus rentable en pub. C'était qui? Une agence locale? Une agence parisienne, une plutôt grosse agence parisienne, où j'avais voulu tenter le pari en me disant un peu, peut-être qu'avec une agence, ça ira mieux. Parce qu'avant, j'avais un freelance. Donc, je tente l'agence. Et l'agence, en fait, ça va pas mieux. On n'arrive pas à redresser. Donc là, je me dis, je reprends les pubs. Je les reprends et j'économise 2000 par mois de coûts fixes quasiment de l'agence. Donc, je reprends les pubs. Tu te sépares de tes stagiaires alternants? Non, je les garde. Tu les gardes. Parce que quand même, à un moment donné, même 1 million de chiffre d'affaires, faut quand même... Il faut quand même le faire, quoi. Ouais, le produire, faut quand même avoir du support à côté, et les 2 alternants étaient indispensables. Donc, je reprends les pubs, mais je fais vivoter, je mets 1 000 euros par mois, 1000, 2000, et on va dire que j'ai quasiment les mêmes résultats, parce qu'aussi je baisse les budgets. Quand on baisse les budgets, il y a des meilleurs ROAS. Donc je me dis, je vivote avec ça. Mais je vivotais, tu vois, c'était à peine si je pouvais aussi me sortir le salaire, je savais pas trop où j'allais. Donc pour sécuriser, j'ai augmenté le conseil à côté, je faisais un peu plus de conseils pour les e-commerçants qui se lançaient. Je me suis mise même Calliope, enfin j'étais très loin dans l'histoire quand même, tu vois, organisme de formation, qui est très très chaud à voir. Et donc là, j'ai cette commission avec d'autres entrepreneurs qui me disent, Laure, tu choisis l'un ou l'autre, mais quand même, Émilie Spilot, t'as jamais fait de levée de fonds, t'arrives à sortir comme ça, à faire 1 million, vous êtes que 3, il y a une opportunité à jouer, non? Et c'est vrai que jusque-là, je pense que Émilie Spilot, j'adore le produit, j'adore la marque, mais j'avais pas osé y aller à 100%. Sans doute une peur, je voulais me sécuriser par ailleurs, sans doute un petit syndrome aussi, je venais d'un milieu tellement différent dans l'aéronautique, que je me disais parfois, mais tu vois, j'osais pas assumer à 100% le truc, parce que finalement, je me disais sans doute, mes anciens collègues, ils se sont tous dit que j'ai fumé, quoi. Et en fait, après cette commission, je me suis dit, non mais, all-in sur Émilie Spilot. All-in, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà, t'es fier de ce que tu fais, parce que t'as fait un super beau produit, qui a de très bons retours des clientes. T'as quand même mené ta barque depuis 2 ans alors que t'y connaissais rien avant e-commerce. Y a un truc à jouer. Et puis je sentais que voilà, j'ai une appétence pour ça, j'aime faire ça, donc je me suis dit, t'y vas à fond. Et à partir de là... Donc là, on est au printemps, il y a 1 an et demi. Ouais. T'y vas à fond. Tes finances sont pas au beau fixe? Ah non, elles sont pas du tout au beau fixe. Je sais même pas à combien je vais terminer l'année. Je me dis, je vais être en négatif. Bon, bref, mais je me dis, non, mais là, il y a un truc... faut que tu fasses all-in et au moins, t'auras vécu l'aventure jusqu'au bout et t'auras tout donné jusqu'au bout. Donc je commence un peu à changer dans mon discours, dans mon approche. Juste humainement, personnellement, patrimonialement, je sais pas si ça se dit, tu te mets à risque? Parce que si ta trésor est tendue, donc t'as fait de la renta la première année, c'était ric-rac l'année suivante, donc t'as peut-être un peu de cash de côté, mais oui, c'est ça. Tu te mets à risque? J'avais encore le cash de mon premier bilan qui fait que j'arrive à peu près à tenir, mais il me restait 2-3 mois de trésor, tu vois, et puis heureusement j'ai des fournisseurs qui étaient sympas, qui étaient ok pour faire pour étalonner les paiements, quoi. Donc de là, voilà, j'en parle autour de moi et c'est quelqu'un qui me dit, ah tiens, je connais un très bon growth hacker, et à l'issue de cette commission, ils me disent, faut que tu recrutes, c'est pas possible, faut que tu t'entoures, faut que tu prennes une autre personne qui est senior, qui va t'aider aussi à lancer, donc à relancer la marque. Donc je pars en tête, après cette commission, je me dis, ok, faut que je recrute, faut que je retrouve quelqu'un qui fasse mes pubs, et donc j'entends quelqu'un qui fait des pubs, qui est un growth hacker. Je vais lui parler parce que c'est dans un autre réseau qui s'appelle Kite & Connect. Et donc, Kite & Connect? Oui. Au sud du Maroc? Kite & Connect, ils font en effet un événement à Darla, au Maroc.
donc pour les kiteurs entrepreneurs. Et c'est un réseau qui est sur Paris, qui est très bien aussi. Et donc voilà, à un événement, je vais parler à cette personne et je lui explique l'histoire, je lui explique ma situation, je lui dis je pense qu'il y a quelque chose à jouer, est-ce que tu veux bien m'aider à développer les publicités, à regagner en rentabilité? Et il a accepté. Et sauf, alors attention, les growth hackers, c'est game changer, hein, mais ça peut être dans les deux sens. J'allais te poser la question, c'est magique? Non, il n'y a rien, franchement, il n'y a rien qui est magique. Mais en fait, je pense que le premier semestre 2023, j'osais pas remettre dans les ads parce que je m'étais vraiment, en 2022, j'avais vraiment eu peur. Donc je me disais, il faut pas que tu mettes trop dans les ads parce que sinon ça peut me flinguer la trésor et je peux me retrouver complètement négatif. Et donc j'étais vraiment prudente. Et là, quand j'ai parlé à cette personne, il m'a dit « Ok, je vais quand même y aller doucement. » Oui, vas-y doucement quand même, parce que j'ai pas énormément... Et donc, de 1 000 € par mois, il a commencé à passer à 3 000. Je crois que le premier mois, tu vois, on est repassé à 10 000 au lieu d'avoir 1 000 ou 2 000. Il passe à 10 000, mais toutes les semaines et tous les 2 jours, on monitorait pour voir si ça passait. Et là, la bonne surprise, c'est que c'est passé. Donc je n'osais pas, moi vraiment en solo, tu vois, j'avais un peu tout gelé. Et là, lui, avec de nouvelles stratégies, avec une nouvelle vision... qui était beaucoup plus basé aussi sur le fait... Qu'est-ce qu'il a changé? Ce qui a changé, c'est que pas mal de contenus d'influence, de créateurs de contenu aussi, qui ont fait des vidéos, qui parlaient, un mix aussi plutôt d'images, où il y a beaucoup de statiques, beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages, et tout ça, et avec une audience, lui il est en wide, il a cette stratégie-là de mettre tout en audience très large, en fait, où avant je ciblais jamais les femmes, par exemple, là il a mis aussi les hommes. Pardon. Tu ciblais jamais les hommes, il les a aussi mis. Ouais. Et là, il les a aussi mis. Je disais, quand même, moi, c'est plus féminin. Il dit, non, mais l'algo va faire son taf, t'inquiète pas, ça va le faire. Fallait vraiment, je lui ai un peu filé les rênes à ce moment-là, tu vois. C'est marrant parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises sur le panier, justement, ces derniers temps, depuis un an, où pas mal de gens me disent, non, mais il faut arrêter de faire du bricolage. Tu mets ton budget et tu laisses l'algo faire. Oui, et moi, vu que je m'y connais un peu là-dedans, parce que c'est moi qui ai géré pendant plusieurs mois, voire années, je lui disais, là, t'es sûr, quand même, campagne large avec les hommes. Il met même pas. Je lui ai dit, tu peux pas mettre au moins minimum 25 ans parce qu'il avait mis 18 ans. Oh là là, je me suis dit, non, mais là, on va dans le mur, quoi. Mais bon, je lui ai laissé. De toute façon, à un moment, faut y aller. Et... parfois, il faut faire confiance. Mais ça, c'est un enseignement quand même assez important. Parfois, il faut faire confiance aux sachants. Exactement. Et donc là, il me dit, on fait un mix. Il me faut des vidéos de création de contenu. Il me faut des vidéos statiques. Il faut tester plusieurs accroches, etc. Et finalement, ça repart. Le budget, ça passe. Et c'est là où, en parallèle, très rapidement, je rencontre aussi la personne qui va m'épauler dans toute cette aventure, qui est ma future associée. Je reste sur l'acquise. Il a fait un reboot aussi, donc des assets. Il a fait un reboot aussi. Alors, t'as dû créer des assets, on a récupéré des anciens. On a récupéré des anciens, on a regardé quand même tout ce qui avait marché auparavant. Mais j'avais fait un nouveau shooting, donc on est reparti quand même sur beaucoup de nouvelles images. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment, il a fait une campagne test. Il en a mis plein pour voir ce qui marchait. Et on a toujours d'ailleurs une campagne test en plus du wide. Et les winners, les publicités gagnantes vont dans l'audience, là où on met vraiment 90% du budget. Mais voilà, c'est cette stratégie aussi. Il a testé plusieurs choses quand il a repris le compte. On a fait un petit épisode très rapide avec Guillaume Cavaroc de Meta. Et l'enseignement, si je le résume, c'était ça. Mettez le budget, mettez tonnes d'assets et de créa et laissez l'algo faire. Voilà. Après, il y a plusieurs écoles. J'ai quelqu'un, un autre e-commerçant qui fonctionne très bien, qui fait plusieurs millions. Et lui, il me dit l'inverse. Il me dit non, mais il a c'est limite comme des brokers, des courtiers. Ils ont 3 écrans, ils regardent, ils baissent les budgets, ils réaugmentent et il a des super ROAS. Donc, voilà. En tout cas. Un coût autre, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, il a 3 personnes à temps plein qui gèrent quasiment donc ça dépend de ton les budget, acquises. Ça dépend du budget aussi. Et lui, il me disait, il faut pas faire... il me dit, en gros, Meta est le grand gagnant dans l'histoire parce que tu dépenses à fond et qu'ils te mettent juste là où ça va bien pour que tu restes et que tu dépenses. Donc, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas les moyens d'avoir 3 personnes qui monitorent. Donc, dans le cas de figure et dans le cas de ma marque, c'est cette stratégie qui est la bonne, c'est-à-dire on y va en large et on n'est pas au micromanagement. J'ai enregistré hier avec... Mehdi, le fondateur de Moule qui fait des culottes menstruelles. Incroyable histoire. Il prétend, et je le crois, on va le croire, être le plus grand volume en France sur la culotte menstruelle, et qui me disait il a des concurrents qui font plus de chiffres,
pour moins de volume parce qu'ils sont beaucoup plus chers, mais ils ont des coûts d'acc aussi plus élevés. Et lui, sa philosophie, c'est de se dire ça sert à rien d'aller vendre un produit cher avec des coûts d'acc élevés parce que tout cet argent, en fait, c'est de l'argent que tu donnes aux GAFA, et donc ton client, c'est en fait les GAFA qui payent. Non, mais on en donne beaucoup, mais donc lui, il dit écoute, il y arrive en tout cas, je préfère être 30% moins cher, mais avoir des coûts d'acc aussi 30% moins cher. Au final, tu vois. C'est des stratégies qui se tiennent aussi, donc c'est sûr. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'étais vraiment face à ce mur. Et cette stratégie a été la bonne dans ce cas de figure-là. Où fallait vraiment relancer, fallait retester, fallait voir ce qui marchait. Donc en fait, fallait faire du général aussi pour relancer le compte. Et là, on a un peu affiné, on a refait maintenant une audience de retargeting. On teste parfois des audiences. Maintenant, on se permet de tester parfois des audiences un peu plus ciblées, toujours en laissant l'audience large. Mais on se fait un peu plaisir de temps en temps. Voilà. T'as commencé seul, t'as appris sur Internet, t'as appris sur YouTube, t'as appris dans des masterclass. T'as confié à une agence, tu l'as repris toi-même quand c'était serré, t'as confié à un freelance ensuite. Donc t'as testé tout ce qu'on peut tester. Oui, je pense. Non, là, sur le panorama des publicités, je suis pas trop mal. Et en tout cas, mais là, c'était même un freelance, un peu format agence, et qui se dit même growth hacker. Donc la différence, c'est qu'il va être multiplateforme, regarder l'emailing, les chiffres. Donc on est vraiment sur une approche plus 360. Au départ, il s'est un peu chauffé. Il me disait non, mais même Klaviyo, même ça. Et puis je vais regarder. Et au final, tout ça, c'est un taf monstre. Bah oui. C'est pas possible. Donc on a redimensionné aussi sa presta. Et c'est là où moi très rapidement, avec quand même ce volume qui augmentait à nouveau, donc les premiers mois je commence à faire 200-300% dès qu'il est arrivé, je me suis dit là il faut que Klaviyo, que je le remette aussi en route de façon très très pertinente, le remettre d'équerre, faut retravailler aussi les packaging, il y avait plein de choses à faire, et c'est là où je me suis dit c'est incontournable, la prochaine étape c'est aussi recruter quelqu'un en CDI, enfin. Il y avait beaucoup de monde au CJD? À Bordeaux, on est 150. Mais ta fameuse session, ta commission. Alors c'est une commission en plus. Une douzaine. Une commission, ça fait peur. Ouais, c'est comme des commissions. C'est en fait, on se retrouve tous les mois et il y a une personne qui passe et qui présente son business. Et ça, c'est hyper pertinent parce qu'en fait, tu as toutes les personnes autour de la table qui travaillent sur ta problématique. Et tu as des personnes qui sont experts comptables, tu as des personnes, tout le monde est entrepreneur, mais avec des expertises différentes. Et chacun arrive avec sa vision. Et ça tourne ? Et ça tourne, chacun discute, et après, à la fin... Non, mais ce jour-là, tu passes là, mais donc le mois d'après, c'est toi qui... c'est d'autres personnes, donc en plus, t'apprends à chaque fois aussi, tu vois, il y a de l'effet miroir sur les autres commissions. Et donc, le CJD t'avait dit, tu peux pas continuer seul. Donc déjà, il t'avait dit, investis, donc t'investis en achat média, enfin en acquise, en activation, et il te dit, tu peux pas continuer seul. Oui. Ils me disent, là, seul, c'est pas possible, tu peux pas tout faire... recrute aussi, tente un recrutement. Je dis oui, mais j'ai 2-3 mois de trésor, enfin moi je vais la payer comment, la personne, je suis pas sûre. Et là il me dit il y a des solutions, tu peux aussi voir s'il n'y a pas des aides de la région, tu peux voir pour proposer un format aussi de prendre des parts et finalement peut-être la rémunérer de façon moindre et qu'elle prenne des parts. Donc oui, d'ailleurs, parce que je l'avais pas encore trouvé à ce moment-là. Donc forte de ça, je me dis allez, go. Voilà, j'étais ouverte à prendre mon premier CDI, qui est quand même une étape, je trouve, dans l'entrepreneuriat, parce que là où avant, on peut fluctuer, on peut avoir des hauts et des bas, des mois où peut-être on se paie pas, des mois où on se paie plus. Là, à la fin du mois, il faut sortir le chèque tous les mois, quoi. Donc je trouve qu'il y a une forme d'engagement qui peut faire peur. Le chèque le 1997 Pardon. Ouais, non, on a un petit peu... Et voilà, et c'est vrai que c'est une étape, et j'ai rencontré donc cette personne, un goûter d'enfant, encore improbable. Voilà, comme quoi, tu vois, faut jamais sous-estimer même ces événements parfois qui n'ont rien à voir avec le taf. Et on commence à parler, et là je me dis elle est hyper intéressée par la boîte, elle est hyper intéressante, hyper aussi percutante. Et donc on se reprend des cafés, et de fil en aiguille, je lui propose de me rejoindre sur Emily's Pillow. Et aujourd'hui, donc, cette personne est la personne qui prend, on va dire, le quotidien, l'opérationnel et tout ce qui est marketing pour l'Europe, vu que moi, je suis partie développer l'Amérique du Nord. Elle a un beau profil. On peut parler d'elle ou pas ? On peut la citer ? Oui, je pense. Hein. En plus, celle qui va clairement représenter aussi la marque en France. Donc, alors, c'est Emmanuel, qui est passé chez Nux, qui est passé chez Wonderbox, qui est passé chez L'Occitane. Ok. Et en plus, gros fit, parce que je savais que c'était la personne avec qui j'allais passer le plus clair de mon temps. Moi, je ne conçois pas de passer le plus clair de mon temps avec quelqu'un avec qui je ne vais pas m'entendre. Voilà, on est parti une semaine ensemble, voir les fournisseurs.
faut s'entendre avec les personnes les plus proches de nous, quoi, parce que sinon... Dans ta vie précédente, t'avais recruté ? Non. Ok. J'avais eu des personnes, mais c'était des alternants, j'avais pas recruté de CDI. Ok. Et dans ta vie chez Émilie Spilot, pareil, alternant et stagiaire ? Oui. C'est ton premier recrutement de ta vie ? En CDI ? Ah bah oui. Oui. Okay. C'est ça. Je n'avais pas réalisé, mais c'est ça. Okay. Tu m'étonnes que je n'étais pas non plus à l'aise à 100%. Ben non, c'est dur. En fait, je trouve que dans l'entrepreneuriat, je trouve que dans la vie, en fait, le plus dur, c'est le recrutement. Ouais, c'est un gros pari. Après, bien sûr, il y a des périodes d'essai, il y a des choses qui sécurisent quand même. Et voilà. Et d'ailleurs, moi, je renouvelle souvent les périodes d'essai parce que c'est pour me rassurer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, je le fais parce que c'est quand même un gros cap. Mais depuis, j'ai recruté 3 autres CDI, donc voilà. Ouais, vous êtes 12 aujourd'hui. Voilà, et c'est vrai qu'on avait parlé de cette... liberté, de cette agilité que tu avais à l'époque parce que tu travaillais avec des externes, quelques stagiaires alternants, mais voilà. Là, c'est un pas quand même. Donc non seulement tu n'avais jamais recruté de CDI, donc c'est le cas, mais surtout, tu es une vraie boîte. Ah là, ça y est. Ah là, on y est là. Il y a ça non, aussi. Puis, c'est surtout que moi, tu vois, au bout d'un moment, tout ce qui était market, je peux dire, c'est pas que j'y connais rien parce que naturellement, le produit me parlait, donc j'avais une facilité à parler du produit. Mais Emmanuel avait une approche beaucoup plus approche produit, développement produit, beauté aussi des choses. Et donc, je me suis aperçue que très rapidement, elle allait mieux parler presque de la marque que moi, qui est peut-être plus une approche business, entrepreneuriale. Et en fait, c'est super parce qu'on est devenus complémentaires là-dessus. Et à nous deux, on a pu aller déjà supporter les coûts d'acquisition qui avaient, donc notre budget pub qui avait fait x10. Donc ça voulait dire 10 fois plus quasiment de SAV. Ça voulait dire gérer les stocks, ça va être un autre sujet, surtout comment est-ce qu'on gère les stocks en hypercroissance parce que c'est quand même très chaud. Et ton BFR. Et le BFR, heureusement qu'il y a des solutions de financement à court terme maintenant qui existent, que j'étais obligée de prendre, parce qu'à un moment, il ne faut pas rêver, on ne peut pas se stocker pour une fin d'année. Voilà. Et donc, avec Emmanuel, on s'est vraiment réparti les tâches, et on a permis de soutenir la croissance. Comment, donc, tu as toutes les casquettes, ok, à ce moment-là. Comment tu choisis sur quelle casquette tu veux recruter ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu aurais pu recruter en digital marketing uniquement, en commercial, en international. Emmanuel, tu as donné un poste en gros marketing et ops. Oui, au départ, en arrivant, je lui ai dit responsable marketing, est-ce que tu peux gérer... Est-ce qu'il ne connaissait pas vraiment... il n'avait pas un profil qui était 100% e-commerce. Donc tout ce qui était emailing et tout ce profil e-commerce, en fait, on s'est dit pendant 1 an, quasiment avant mon départ au Canada, sur le e-commerce et sur toute cette partie-là, elle va apprendre et c'est ce qui s'est passé et en plus c'était un profil passionné, curieux, donc elle a très vite appris ça, elle a très vite pris clavier en main. T'avais un poste ouvert ? Pas vraiment. Parce que tu m'as dit que tu l'as rencontré à un goûter d'anniversaire. Oui, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir le poste en fait. Elle est arrivée. Donc t'as eu un crush sur une... Enfin t'as eu un crush, t'as eu un feeling, un gut feeling sur une personne en te disant elle pourrait t'aider quelque part. Oui. Okay. Ouais, c'était ça. Enfin, mais je savais que toute seule, j'y arrivais plus aussi et que fallait améliorer les packaging. En fait, je voyais toutes les choses et l'étendue des choses que j'avais à faire pour développer la marque. Je me suis donné une vision. Je me disais que de 1 million, je voulais aller chercher 4, 5, peut-être faire des levées de fonds, que dans l'idéal, je veux développer le marché américain. Et pour tout ça, alors j'étais déjà entourée d'ailleurs d'une autre personne aussi qui m'a soutenue dans tout ça, qui est freelance, qui m'a aidée à développer le marché américain, qui est Estelle, je fais un petit clin d'œil par ici. Et en fait, là, il me fallait dans l'opérationnel quelqu'un, parce que c'était plus possible, gérer en plus tout ce qui est les recrutements, les alternances, l'OPCO, tout ce qu'il faut. Fallait vraiment un bras droit sur lequel je puisse compter dans le quotidien. Voilà. Et développer... Qu'est-ce que tu as cherché chez elle ? Elle n'a jamais été entrepreneur. Alors je le recite parce que c'est très frais dans mon esprit, mais Moule avec qui Mehdi qui a enregistré, il me disait moi je serais très content d'être salarié demain, et il me dit je pense être le meilleur salarié du monde parce que j'ai été entrepreneur et que je sais à quel point c'est dur, tu vois, et où il faut pousser. Toi, t'as eu 1 année et demie un peu compliquée, boulet de canon, tout ça. Ta trésor est tendue, t'en remets sur l'acquise avec un peu de frilosité, puis finalement tu décides de faire confiance. Qu'est-ce que tu cherches chez elle qui te convainc à la faire entrer et potentiellement l'associer ? La passion du produit. Elle a de suite aimé le produit, elle a de suite été convaincue, elle a vu le potentiel dans la marque, j'ai vu qu'elle en parlait d'une très belle façon.
Même moi, en fait, je retombais amoureuse de mon produit quand elle parlait du produit. Et je la sentais à fond, quoi. Donc, voilà. Et en plus de ça, je voyais aussi qu'elle avait du recul, qu'elle avait vraiment les éléments et que ça allait fitter. Aussi, en termes de communication, il y a eu des moments où, bien sûr, il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et ça se passait très bien, en fait. Sur ces désaccords, ça se passait très bien. On parlait calmement, on arrivait à trouver une solution. Je voyais vraiment qu'elle voulait mon bien, je voulais son bien. C'était intelligent, quoi. Donc, à partir de là, je me suis dit, Ok. même quand demain, il va nous arriver des merdes, on pourra les gérer de façon intelligente et sans trop se prendre la tête. Tu vas l'associer un jour? T'aimerais l'associer? C'est Elle aimerait c'est l'être? en cours. C'est en cours, C'est en ok, cours. Notamment, vu que je suis en Amérique du Nord, qu'elle est en France, elle va beaucoup plus faire rayonner la marque maintenant aussi en Europe. Et pour moi, c'était important qu'elle puisse être associée pour aussi dire, je suis associée parce que ça donne mine de rien plus de poids. Et puis de toute façon, elle était OK avec l'idée. Donc voilà, c'est en cours. Formidable. Je l'ai dit là à demi-mot, mais le flip, la peur de te planter, il y a un moment où tu dis je vais all-in. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Comment est-ce que tu décides d'embaucher une nana qui a un beau profil, donc doit coûter un peu d'argent, lâcher du lest aux grosses? Ouais. En fait, je pense que ça a été c'est peut-être, mais ça a été d'incarner la marque, de me dire maintenant, tu mets tout sur Émilie Spilot. C'est super ce que tu es en train de faire. Et je crois que quand on se dit, OK, maintenant, j'incarne la marque parce que mes produits, en fait, ce que je fais, c'est super. J'essaye d'apporter aussi une nouvelle vision, peut-être, sur comment livrer. On essaye de faire livrer en train. On essaye de faire plein de choses. Je développe aussi j'ai une ligne de fabrication aussi en France, à Lille. Donc, on essaye vraiment d'avoir ce modèle un peu hybride où malgré le fait que la matière première vienne de Chine, et ça on s'en cache absolument pas, en plus on est dans la soie donc j'ai pas trop le choix, c'est comment quand même par des petites actions aussi faire que j'ai une marque dont je suis fière, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait quand j'en parle autour de moi, après les gens ça suit beaucoup plus, et puis ça suscite, moi je suis passionnée, j'adore mon produit, donc en fait les gens ils sont passionnés, ils adorent le produit, ils veulent embarquer, et à partir de là l'aventure, tu vois, ça embarque tout le monde et ça part, quoi. Et après, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que réalité du terrain, il faut que les ads, ça marche, il faut que que la mayonnaise, elle prenne, quoi. Comment aussi embarquer les gens qui n'ont pas consommé après 10, 15 fois où ils ont vu la publicité, l'emailing et tout cet écosystème aussi qu'il faut mettre autour de l'acquisition. Vous êtes 12 maintenant, je reste sur le staffing et l'humain. Ouais. À 12, tu as d'autres problématiques. Il faut des bureaux, il faut des fiches de paye à la fin du mois. Même s'il y a des stagiaires et des alternants, il y a quand même des... Tu m'as dit que vous êtes combien de CDI? On est maintenant 4. Ok. Ouais. Ça change un peu ton quotidien? Ouais, ça a changé le quotidien. Bon, là, il a encore changé depuis un petit mois où on a déménagé, mais ça avait déjà beaucoup changé le quotidien. Avant, j'étais dans des bureaux, encore une fois, pour couper les coûts. Je me suis mise dans des bureaux, ça, c'est un programme fait par l'État. Mais donc, t'es plus à la Villa Maria? Non, j'étais à la Villa Maria. Après, je suis passée au bureau, dans un bureau qui est une aide de l'État où, en fait, tu peux avoir 40 mètres carrés pour 300 € par mois. Mais sauf que ces 40 mètres carrés à 300, ils sont à l'autre bout. On était à Bordeaux, donc à l'autre bout de Bordeaux. Quand j'ai recruté Emmanuelle, elle me disait Laure, c'est un peu craignos ces bureaux quand même, tu vois. Enfin, elle, je pense qu'elle avait des très beaux bureaux avant, là où elle Nux, était. L'Oréal, qu'est-ce qu'on a dit? Et là, elle arrive dans ses bureaux, et puis même les alternants commencent un peu à dire oh là là, le soir, Laure, tu peux pas nous ramener, parce que le métro, il était à 10 minutes à pied, que c'était même pas éclairé, et que limite, les voitures passaient, ça les éclaboussait en passant, enfin, l'horreur, tu vois. Et là, je me disais, bon, oui, mais on paye que 300 par mois, tu vois, coût quand même. Mais bon, pas possible. À un moment, il faut savoir mettre les investissements aussi, puis donner envie aux équipes, voilà, et le bureau en fait partie. Et donc, on a été trouver des bureaux à Bordeaux-Centre, mais qui restaient quand même un bon plan, où pour 1 600 € par mois, on a 100 mètres carrés, bien placés. Et après, on l'a fait à la bootstrap, où on a été chercher à Leroy Merlin, tout ce qu'il fallait, tu vois, on a peint nous-mêmes, on a tout fait, donc ce qui fait que ça nous a pas coûté trop cher de prendre ces nouveaux bureaux. Et l'admin? Et l'admin, j'ai pris aussi une assistante administrative externe qui me gère tous ces sujets-là, parce que moi, en fait, ça me rend folle, ces sujets. C'est pas du tout mon truc et je perds mon énergie dessus, donc ça aussi, tu vois, je fais gaffe à me dire, là, en vrai, zéro valeur ajoutée, et surtout, j'aime pas, donc... moi, je veux quand même aimer ce que je fais tous les jours et quand je me lève le matin. Donc, je fais assez attention à ça, de me dire, bon, les choses que t'aimes pas, essaye de les déléguer. Il y en a d'autres que ça dérange moins. Et voilà. Donc, l'admin, après, j'ai délégué, ce qui fait que je me suis séparée de cette partie qui était aussi assez lourde.
Et Emmanuel a commencé à prendre aussi son poste de marketing, à grandir dessus et à recruter. On a recruté plus d'alternants. On a commencé à faire aussi de la RP nous-mêmes pour démarrer. Là, aujourd'hui, j'ai une RP, mais on a commencé à mettre plein de choses en place. Elle a repris Klaviyo. Elle a commencé à gérer le Growth Hacker aussi en direct. Moi, j'ai commencé à plus me mettre sur la partie financière parce qu'avec la croissance, là où avant, tu vois, je tricotais un peu en finance et j'avais pas tous les chiffres ou je regardais pas au mois. Là, j'ai challengé mon expert comptable pour lui dire maintenant, je veux au moins les SIG tous les mois, il me les faut pour savoir où j'en suis. C'est plus SIG. possible. Solde intermédiaire de gestion. Oui, pardon. Bilan, Okay. c'est un peu Oui, lourd. c'est l'arrêté mensuel, quoi. Parce que en e-commerce aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui rapporte. Même, c'est hyper dur de se dire tiens, je mets tant sur Meta, ça va en rapporter tant. Parce qu'à côté, j'ai Pinterest, parce qu'à côté, j'ai Google. Aujourd'hui, Google Analytics, la donnée, je ne sais pas s'il y a des commerçants qui m'entendent et pour qui ça fonctionne, vous pouvez m'appeler parce que nous, ça ne fonctionne plus du tout. Donc en fait, on a du mal à savoir. Meta met des ROAS, mais tout le monde s'attribue le meilleur ROAS. Donc en fait, voilà, très dur de savoir ce qui marche pas. Donc il faut avoir un ROAS global où on met en fait le chiffre d'affaires au regard des budgets market. Tu connais Lifetimely ? Lifetimely ? Ouais. Non. On en a parlé récemment. En gros, c'est un outil dans lequel tu plugues tout ce que tu peux plugger. Tu remplis à la main ce que tu peux pas plugger. Donc tu plugues ton Shopify, tu plugues ou ton CMS e-commerce quel qu'il soit, ton Facebook Ad Manager, ton Google Ads. Tu plugues ton ERP si t'en as un, ou sinon tu remplis tes coûts d'achat, tes machins. Et ça te sort à l'instant T tes corps, ton résultat, ta marge brute, ta marge nette. Tout ce que ça peut savoir, évidemment, c'est pas magique. Okay. On m'en dit beaucoup de bien. Je sais pas combien ça coûte, tiens, j'avais pas regardé. On va tester. Et on me dit que c'est pas cher en plus. Ouais, c'est ça, entre 50, 150, 200 balles par mois. Okay. Pour avoir, du coup, une compta analytique. C'est pas un comptable, mais une compta analytique qui te dit justement comment tu es rentable, d'où et pourquoi. D'accord. Parce que moi, je suis justement passé sur Penny Lane, qui est pas mal aussi. J'ai pas été encore jusqu'au bout de l'analyse de Penny Lane. Mais notamment dans la croissance, j'ai pris Penny Lane, qui est un outil, on va dire, tech compta, qui est quand même très pratique. Où tu envoies tes factures sur l'adresse email, ça se plug automatiquement sur Penny Lane. Tu peux distribuer des cartes bancaires aussi à tes équipes, chose que j'ai fait parce qu'en fait, je ne pouvais pas être dérangée non plus tous les 4 matins pour racheter le café, parce que c'est ça aussi après quand tu as tes propres bureaux, que tu n'es même plus en coloc, tu as tout ce quotidien. Donc j'ai rapidement donné des cartes aussi à tous les managers pour qu'ils soient autonomes, et je crois jusqu'à 1 000 €, ils peuvent faire des achats avec, et au-dessus de 1 000 €, je leur ai demandé quand même de me consulter. Voilà. Donc, il y a aussi tous ces outils à structurer dans la croissance. Tu t'es fait accompagner ? C'est le CJD encore ? C'est des échanges avec des entrepreneurs autour de toi ? C'est quelqu'un du CJD. Ah, c'est quelqu'un du CJD qui t'a fait... Et qui m'a... qui était un peu dans un nouveau démarrage, nouvelle carrière, et qui était expert comptable avant. Et qui, lui, m'a accompagné sur toute cette partie structuration finance. Okay. C'est lui qui m'a mis sur Penny Lane. C'est lui qui a discuté avec mon expert comptable. J'étais là, bien sûr, mais qui l'a challengé parce que mon expert comptable me disait clairement « Non, mais là, alors, c'est pas possible. » Ou on peut pas faire passer dans tel compte. Et lui, il disait « Non, attends, tu peux faire passer dans tel compte et tu peux faire ça. » Et ça, c'était génial parce que pour parler à un expert comptable, faut être pas loin d'expert comptable, tu vois, pour vraiment pouvoir le challenger. Sinon, il peut un peu te raconter le truc à sa sauce. Je le dis souvent sur le panier, mais il faut externaliser ce que, a priori, tu sais faire ou à minima tu comprends. Ouais. Le dev, l'acquise, tout, le retail, il faut comprendre pour savoir si moi, tes prestataires sont à la j'aime beaucoup faire hauteur et un peu moi-même au démarrage quand même, parce que voilà, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est faire soi-même, comprendre, mais au bout d'un moment, en fait, t'as plus le temps de devenir expert, et c'est là où tu lâches, quoi. Acquise, recrutement, et il y a un autre truc que tu n'avais jamais fait à l'époque. T'es parti en Chine. Voir tes fournisseurs. Oui, on est parti, donc ça faisait 4 ans moi que j'avais en plus les mêmes fournisseurs depuis le démarrage, avec qui ça se passait très bien, mais j'avais même pas fait une seule visio avec eux parce qu'en fait la barrière de la langue c'était juste on n'arrivait pas à se comprendre, donc tout se faisait par écrit et on a décidé d'aller les voir parce qu'en plus avec les volumes augmentant forcément les volumes d'achat augmentaient. Et même d'aller voir les fournisseurs pour parler d'humain à humain, c'était le moment. Donc on organise ce trip, on y va, on va là-bas, on prévoit avec les fournisseurs, et là, très agréable surprise en allant là-bas, parce que déjà on est accueillis, on est super bien accueillis. On va voir nos 2 fournisseurs principaux, on en a d'ailleurs que 2, aujourd'hui on en a 3.
Et ces 2 fournisseurs étaient vraiment, on a eu un très bel accueil. Ça a été très productif d'aller là-bas parce qu'en fait, alors, on prenait ça baragouine anglais. On prend les stylos, il y a des tableaux blancs partout. Moi, je fais les tableaux, je mets les prix, je raye les prix pour dire c'est pas ce prix-là, c'est ce prix que je veux. On fait des décompos de prix parce qu'en fait, ça, tout le monde comprend le langage des chiffres. Et voilà, et à la fin, au bout d'un moment, quand tu sens que t'as eu ce que tu voulais, peut-être que j'aurais pu avoir plus, mais bon, déjà, 3-4 heures enfermées dans une salle à négocier, il faut quand même les tenir. Et puis, à un moment donné, il faut Vous aviez savoir... des interprètes, vous aviez comment Oui. Tu fais quel volume chez eux déjà? Déjà, ils te reçoivent sans problème? Oui, ils me reçoivent. C'est une cliente. Voilà, même un où je lui ai mis très peu de produits, il a accepté avec grand plaisir de nous recevoir parce que déjà, il y a plus grand monde qui allait là-bas. Ils ont juste réouvert les visas, d'ailleurs pour toute l'Europe, où il y a même plus de visa. On peut arriver avec notre passeport là-bas. Voilà, donc c'est hyper simple d'aller en Chine, alors qu'avant c'était visa. etc. La croissance baisse. Oui. Il faut qu'ils. Voilà, donc ils ont réouvert. Et donc ils sont contents déjà de voir leurs clients. Et après. Voilà, en plus, c'est un peu les coutumes locales. On a été au resto avec eux. Et là, tu bois la bière locale, tu bois je sais plus comment s'appelle leur alcool, mais l'alcool de riz. Et là, enfin, sacrée expérience. Franchement, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Et au-delà de ça, bien sûr, ça, c'est le côté où, en plus, pour créer du lien, on peut pas leur dire non, on va pas au resto, non, on boit pas. Enfin, on avait quand même 30 heures de voyage dans les pattes et tout. Et je me suis dit, je peux pas parce que je sentais que c'était quelque chose qui allait vraiment créer cette complicité pour aussi l'avenir. et voilà. Et puis la journée, ils nous font visiter les ateliers. Et là aussi, belle surprise au final. Mais bon, ça, j'avais quand même demandé des photos, des vidéos avant de sélectionner de toute manière ces fournisseurs. J'avais demandé aussi qu'ils soient certifiés sur certaines certifications. Et voilà, et puis finalement, tu vois, à 17h, il y a l'alarme, et ils repartent avec le baluchon, et ils font 9h, 17h, et c'est les mêmes conditions. Je peux comparer parce qu'il y a l'atelier aussi en France, donc chez VDS, qui est dans le nord à Lille. Et voilà, et en fait, les conditions ne sont pas si éloignées. Je pense que... Non, mais nos idées reçues sont très négatives. Et franchement, je ne savais pas vraiment ce que j'allais trouver. Je n'étais pas non plus hyper tranquille, tu vois. Et voilà, et je pense que la Chine a quand même beaucoup évolué aussi. Et il y a sur l'environnement aussi. Et cette fois, j'en discutais avec un autre invité, je sais plus lequel, qui me disait non, mais il faut arrêter. Quand tu arrives en Chine, les villes sont respirables, toutes les voitures sont électriques, ils sont en avance de 15 ans, les conditions de travail sont meilleures qu'elles ont pu l'être. Enfin voilà, les idées reçues qu'on a sont souvent des vieilles idées reçues, quoi. Pour ceux qui n'y ont jamais été. Voilà, non, mais comme moi, par exemple. Pardon. Résultat de ce voyage? Résultat de ce voyage, on a des économies sur le volume qu'on leur a donné. On leur a dit cette année, on prévoit de faire entre 4 et 5 millions. Donc voilà à peu près le volume d'achat. Et bien sûr, le fournisseur nous sort en disant non, mais ça va up. Et puis le consultant qu'on avait, enfin le traducteur qui faisait chauffeur et traducteur aussi, qui était, on s'est super bien entendu avec lui. Et puis lui, en fait, il traduisait tout sans filtre. Il disait, alors là, il dit que les prix ne font qu'augmenter. J'étais, non, mais j'ai bien compris, ça sert à rien de me le dire. Je le vois sur le tableau, la courbe. Ouais. Donc, et là, moi, j'ai aussi dans l'aéronautique un passé où j'étais acheteuse et négociatrice. Donc, voilà, on l'a fait, et même à un moment, j'ai quitté la table des négos. J'ai dit, non, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Là, ici, il y a 50 fabricants qui sont autour, qu'on peut aller voir, qui nous ont déjà sollicités. Et on vient vous voir, et vous n'êtes pas prêt à faire un effort. Donc, en fait, c'est pas OK. Et on a été jusqu'à la rupture de la discussion. Je me suis barrée. T'es resté combien de temps là-bas? On est resté 7 jours. OK. Et puis après, il a pris la calculette, ils prennent la calculette là-bas, et en fait, il a dit, OK, let me think. Est-ce que vous pouvez sortir let me think? Et là, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et donc, on a eu, pas exactement ce qu'on voulait, mais c'était le point acceptable pour moi. Donc, voilà. Ça t'a coûté combien ce voyage? 10 000 €. OK. Ouais, 10 000 €. Tu sais chiffrer l'économie ou le... Ouais, ça nous a fait gagner, je pense, environ, environ 50 000. OK, quelques dizaines de milliers d'euros sur le... Ouais. Okay. Et au-delà de ça, c'est pas que le financier, c'est que pour le coup, aujourd'hui, on se comprend mieux. On sent que quand on échange, il est beaucoup plus réactif. On parle d'humain à humain. Avant, on se connaissait pas, donc en fait, tu vois, on n'était pas la priorité. Donc, tu conseilles à quelqu'un qui, comme toi, aurait trouvé un producteur quelque part dans le monde, d'aller les voir. Mais bien sûr. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'entrer une porte ouverte, mais
Non, mais après, bien sûr, et puis il faut faire attention aussi aux déplacements. C'est pas, voilà, avec l'avion, etc. Mais c'est quand même important à un moment donné. Le bénéfice d'aller sur place, de rencontrer les gens en direct, il est tellement puissant que la première année, quand il n'y a pas trop de trésor, tout ça, mais au bout de 4 ans, là, je crois que quand même j'avais gagné le droit d'y aller et de rencontrer les personnes avec qui j'échangeais tous les jours, quoi. T'as voyagé en business? Non, je pense bien. D'ailleurs, j'avais rencontré les fondateurs d'Easy Peasy qui voyageaient comme nous en éco. Je m'étais dit, si Easy Peasy voyage en éco, c'est bon. Quoi, là, en 2023-24? Oui, il n'y a pas longtemps, là. Après donc, le LBO. Top. Il y a un autre sujet, il y a 2 autres sujets sur l'acquise qu'on n'a pas abordé. T'as parlé rapidement de remettre Klaviyo d'équerre. Ouais. Ça, c'est le premier point. Donc, CRM, avec qui tu bosses, comment ça se passe et pourquoi ça se passe bien si ça se passe bien. Je le sais que ça se passe bien, donc tu me le raconteras. Et deuxième point, c'est l'incarnation. Peut-être commençons par ça. Ouais. Alors, quand je parle incarner la marque, c'est aussi. Donc voilà, c'est son produit, être la première fan de son produit. On n'est pas toujours, et les boîtes peuvent marcher si on n'a pas ça, mais moi c'est un produit que j'utilisais déjà depuis 10 ans, j'y croyais, voilà, c'est une étoffe qui est durable, qui est super belle, donc en fait voilà, je me suis dit maintenant tu peux le dire, t'assumes à fond, t'es plus dans l'aéronautique, c'est terminé la mécanique, t'es dans les thés d'oreiller en soie, assume quoi. Et vas-y parce que t'aimes ce que tu fais. Donc il y a ça, et ça en fait ça découle sur plein de choses, comme je disais, les gens qui t'entourent aussi, qui te suivent, cette vision, ça permet aussi de se dire, là je vais passer de 1 million à 5 millions, parce qu'en fait il y a un potentiel, de fixer des objectifs avec et décliner en action, et aussi de parler, de prendre la parole pour la marque, de raconter l'histoire. Ça je le faisais pas au démarrage, les 3-4 premières années. Il n'y a pas une seule fois où j'ai vraiment pris en publicité, que je me suis filmée pour montrer. Là, on a pris aussi vidéaste, photographe professionnel, pour avoir des vidéos hyper quali, et où je raconte mon histoire, je raconte les bienfaits aussi de la thé d'oreiller en soie, je mets aussi le côté un peu entrepreneurial, et mon histoire de 180 avec l'aéronautique, avec ma chute de cheveux avec l'alopécie androgénétique. Et donc ça, c'est... On en avait parlé ? Peut-être, mais voilà. En tout cas, j'ai une chute de cheveux diffuse qui s'appelle alopécie androgénétique, et la thé d'oreiller en soie, ça ne fait pas repousser les cheveux, mais par contre, ça les rend plus brillants, plus beaux, et c'est ce qui fait aussi que je l'ai utilisé depuis très longtemps. Et donc, parler de cette histoire, incarner sa marque, c'est aussi prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'on a créé, pourquoi on l'a fait. Et je crois que ça apporte de l'authenticité, un peu de vulnérabilité quand même, de la transparence, et... aujourd'hui, c'est ce que veulent les gens, je pense. Voilà, c'est un peu ce côté authentique. Et la difficulté, c'est d'être authentique tout en restant quand même haut de gamme, parce qu'on a une marque haut de gamme. Donc, on ne peut pas faire non plus des vidéos. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, il y a voilà, on est sur ce chemin où on met beaucoup plus d'authenticité, où aujourd'hui, on a des publicités où je raconte la marque, je parle du produit. Et c'est celle d'ailleurs qui marche très bien. Et voilà, c'est comment faire ça de façon à rester aussi assez haut de gamme. Et c'est là où on a pris des vidéastes professionnels aussi pour que les vidéos fassent aussi professionnelles et qualitatives. Alors c'est assez empirique. Je suis en train de... Pardon, je regarde tes assets Insta qui sont très léchés. C'est assez empirique, mais j'ai le sentiment, parmi mes invités, quelques centaines maintenant quand même, que c'est plus difficile pour des entrepreneurs et entrepreneureux plus âgés que plus jeunes de justement se mettre en avant et d'assumer un peu le côté regardez-moi, je vais vous parler, je parle. Tu me considères dans quelle catégorie là? En commençant ma phrase, je me suis dit putain, comment tu vas la finir, dans quoi je m'embarque, mais t'as plus que 25 ans, c'est pas un secret, voilà. Non, j'ai 39 ans et ce n'est pas non plus pas du tout un souci. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a moins de facilité. Non, mais pour les entrepreneurs tardifs que les entrepreneurs sortis d'école. Voilà. Ouais. Et chacun a ses qualités et tout, tu vois. Non, mais complètement, et je suis d'accord avec toi, que c'était pas... Et encore aujourd'hui, faire un face caméra en racontant quelque chose, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, qui est peut-être un peu plus chiadé, avec une vidéaste professionnelle, où je raconte, où je suis peut-être un peu plus préparée. Donc j'ai trouvé cette in-between, où en fait on fait pas non plus quelque chose de hyper, je veux dire, authentique dans le format, comme on peut voir de certaines marques, et c'est, tu vois, chacun sa strate. Mais voilà, je me suis mise en avant tout en gardant quand même aussi les codes et la charte Émilie Spilo. Et qui me correspond.
C'est surtout ça, parce que de toute manière, je crois que ça se sent quand on fait les choses à contre-cœur, donc voilà. Épisode hyper intéressant sur le sujet que j'ai fait avec Céline Lescure de Plume Paris, qui elle se met et s'est toujours mise beaucoup en avant. Alors, elle se met pas en avant, mais elle incarne en tout cas sa marque, et elle a eu ce déclic un jour où elle a dit ok, allez, je vais le faire. Mais est-ce que c'est pas toi qui m'as fait l'intro? C'est ça? C'est possible. Mais si, bien sûr, Céline, si. Tu connais Céline, je crois que c'est toi qui m'as fait l'intro. Pas dire de bêtises. C'est peut-être Émilie de Echo ou toi, mais voilà. Et bref, on aborde le sujet. Elle a construit sa marque Paris, vraiment autour de sa personne, mais ce qui marche bien aussi. Tu faisais le CRM et le Klaviyo toi-même, et un jour tu dis je vais le mettre d'équerre. Oui. Klaviyo, j'envoyais une newsletter par semaine que je faisais moi-même, sans segmenter. Je faisais un peu comme Meta. Je me suis dit, Meta, fais du wide, je vais faire du wide. Sauf que ça marche pas pareil sur Klaviyo, je le savais, c'était plus par un manque de ressources. Mais là, pareil, avec Emmanuel, en fait, on fait les newsletters, et puis je commence à montrer à Emmanuel en disant, tu vois, il y a tout ce qui est aussi l'automation qu'il va falloir travailler. Et puis là, Emmanuel, elle me dit, non mais Laure, on peut pas faire ça nous-mêmes. Là, faut arrêter, il faut qu'on prenne une agence. Et en même temps, une agence nous contacte là-dessus et nous dit, on vous fait un test. On vous remet les flots pour une somme qui était plutôt intéressante, je crois de 1 000 €, quelque chose comme ça. Et après, on vous suit et on vous les retravaille. Si ça vous plaît, on devient récurrent. Et donc, on prend cette agence qui nous refait tous les flots. Et là, de suite, on voit aussi un bond dans le CRM. Donc, non seulement notre acquisition, donc le trafic sur notre site augmente, le chiffre d'affaires augmente, mais pas non plus tant que ça. Mais dès qu'on met l'acquisition, par contre, aujourd'hui, on est à entre 30 et 40% qui vient de l'acquisition avec Klaviyo, qui vient, au chiffre d'affaires de Klaviyo. En contributif, l'email fait 30 à 40%. Ouais, entre l'automation et les newsletters. C'est énorme. C'est assez énorme. Après, encore une fois, c'est haut de panier, quoi. C'est l'attribution. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que veut dire cette attribution. Mais en tout cas, on sait que c'est assez élevé. Donc, potentiellement, ça peut aussi être quelqu'un qui est venu sur le site par de la pub, s'est inscrit à la newsletter, reçoit la newsletter et achète ensuite. En fait, de toute façon, évidemment, les parcours sont multiples. C'est indispensable quand on met des gros budgets comme on est en train de mettre en pub, d'avoir du retargeting un peu dans tous les sens. En fait, c'est là où on devient rentable parce que juste la pub, on est à peine à l'équilibre. Et pourquoi tu as choisi cette agence ? J'ai choisi cette agence parce que j'ai senti que elle avait bien saisi l'idée de la marque, le discours de la marque, le ton de la marque. Elle nous avait fait des beaux emails, des beaux formats d'emails avec vraiment le bon ton de marque. Donc ça, je trouvais ça important aussi que ça lui parle et qu'elle puisse parler de notre marque avec les mêmes termes que nous et le même ton que nous. Donc elle a compris tes codes. Ouais. Ok. Ouais. Cette agence, cette personne. Ouais. Intéressant, très intéressant. Bon, 2 gros sujets pour avancer un peu dans cet épisode, mais les derniers. Marketplace et international. On peut commencer par international Europe, parce que ça nous amènera certainement sur les marketplaces. Et ensuite, on ira vers les États-Unis. On traversera l'Atlantique, pardon, trop de mémoire. T'as testé des pays en Europe. Oui. Avec plus ou moins de succès. En fait, j'ai testé dans la stratégie de croissance quand je me suis dit, OK, maintenant, tu dégommes tout et vraiment, tu fais Émilie Pilot, une jolie marque. Je me suis dit, quels sont les leviers ? Il y avait donc ce B2C et il y avait toute cette partie internationale et toute cette partie B2B avec Marketplace, avec des revendeurs directs, Encore Store, etc. Et dans l'international, on s'est dit, OK, on a regardé aussi ce qu'il y avait comme aide, et ça, c'est notamment la directrice commerciale, Estelle, qui a été très visionnaire là-dessus, qui a dit, non mais Laure, je vois le produit aux États-Unis, on a une chance d'aller là-bas. Et donc, elle a fait la demande auprès de la BPI pour l'assurance prospection, qui permet en fait aux entrepreneurs français de développer un marché à l'étranger. Et donc, il y a un support, c'est un prêt, mais qu'il faut rembourser au bout de 5 ans, que si on fait 10 fois, alors j'ai plus exactement, mais que si on fait 10 fois en chiffre d'affaires ce qu'ils nous ont prêté. Typiquement, si tu prêtes 100 000, il faut que tu fasses 1 million. Et le montant du prêt est défini par quoi ? Il est défini par ton BP, donc tu leur présentes un BP avant à l'étranger, combien tu as besoin de fonds pour développer un marché, donc tu mets vraiment tout ton budget. Nous, on avait fixé un budget, je pense, à 250 000, on l'avait mis très haut, mais parce qu'en vrai, développer un marché, ça coûte très cher. Surtout les États-Unis. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on croit, il faut vraiment faire attention, il y en a plus d'un qui s'est brûlé les ailes. Donc,
Nous, on a demandé ce budget-là et au final, on a eu quand même un très beau budget ils nous ont assuré à hauteur de 120 000 euros, mais ils assurent 70% du budget qu'ils considèrent. Donc, ils nous ont passé environ 80 000. Donc, on a eu... Attends, pardon, c'est une assurance ou un prêt ? C'est un prêt, mais qu'ils appellent ça sous forme d'assurance. D'accord. Mais c'est un prêt que tu rembourses au bout de 5 ans. Ok. Donc, tu as demandé 250, ils t'ont autorisé 120 sur lesquels ils Ouais. assurent. Donc, en gros, ils subventionnent 70%, tu m'as dit, Ouais, donc 80 000. Donc, Que tu rembourses. Ouais. Alors, on va pas te tenir à la virgule près à ce que tu dis, mais dans les grandes lignes, que tu rembourses au bout de 5 ans, si tu fais 10 fois ce qu'on t'a prêté. Donc, c'est ça. si tu dépasses les 800 000 euros sur le marché américain, tu commences à rembourser au bout de 5 ans. C'est cool. Ouais, non, mais et puis en plus, ça a un taux d'intérêt quasi nul, donc vraiment intéressant. Ouais. Et tu as regardé la CCI, parce que la CCI aussi, il y a des prêts à l'export et de l'aide à l'export. On est en cours de discussion avec eux pour voir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Et il y a aussi Business France qui propose des dispositifs, notamment pour les salons, qui peuvent aussi emmener des jeunes entrepreneurs en salon. Donc voilà, il y a quand même pas mal de dispositifs. Alors tout ça prend du temps, par contre. Et c'est pas forcément toujours très agréable. Et il y a des agences aussi qui sont spécialisées là-dedans, tu sais, qui aident à aller trouver les bons prêts en fonction de tes objectifs, tout ça, et qui vont chercher les prêts et qui prennent 5 à 10% de ce qu'ils trouvent en fait en aide. Je le dis ici parce que je trouve ça intéressant. Tu es passé par qui ? Non, nous on a fait en solo. Ah, tu l'as fait en solo. Ok. Mais on a été au courant de ce système un peu après. Et là, potentiellement, voilà, là j'ai contacté pour le coup la CCI à Bordeaux où sont les bureaux. Et maintenant, je suis en discussion avec eux en direct. J'ai un interlocuteur et c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est soit passer par une agence, soit à un moment donné, il faut prendre le téléphone et appeler CCI, BPI et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous avez certainement un C2I, un CIR, un JEI si vous avez un produit. Le genre de boîte qui vous accompagne sur ce genre de subvention, très souvent fait du PM-up, du TP-up, de l'aide à l'export. Enfin, il y a plein de dispositifs effectivement. Si vous n'avez pas la foi comme Laure de faire les dossiers vous-même, ça vaut le coup honnêtement de lâcher les 5 à 10% pour 3 à 10 parce qu'il y en a qui sont moins chers. Pour le faire et gagner du temps et rester sur l'opérationnel ou sur le... Ok, donc tu as pris ce prêt. Parfois ça marche pas. D'ailleurs, j'avais candidaté au TPUP, j'y ai passé beaucoup de temps. J'avais pris un freelance pour le coup qui m'accompagnait là-dessus, qui quoi qu'il arrive me prenait 3 000 euros pour faire le dossier et après qui prenait 5% sur le montant. C'est des montages assez courants. Ouais. Un fixed fee un frais fixe pour faire le DOS et un variable ensuite. Et j'ai pas été acceptée en TPUP. Ils ont refusé ma demande parce qu'il n'y avait pas assez de pourcentage en France et ils voulaient que je rapatrie tout en France, voire que la soie soit faite en France. J'ai dit, bon, à un moment donné, c'est pas possible. Ouais, ça n'existe pas. Voilà. Donc, et ils ont été un petit peu secs. Donc, ça a été un coup dur aussi, ça, quand j'ai reçu ça. Tu vois, ils te font un peu sentir comme une. Voilà, pas très bien. Les États-Unis, donc, de l'aide de la BPI pour y aller, ce fameux prêt, il s'appelle comment, tu sais ou pas ? Assurance prospection. Voilà, assurance prospection. Yes. Mais surtout, tu vas tester le marché. Oui. Tu fais une learning experience il y a un an. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on aurait, mais là, avec cette assurance, c'est vrai qu'on s'est dit, maintenant, on peut aussi aller là-bas. La BPI nous a mis en lien avec des consultants qui sont sur place, des Français qui sont sur place et qui nous ont accueillis pendant une semaine pour nous faire ce qu'on appelle une learning experience, où ils nous ont mis en contact avec une trentaine d'entrepreneurs, dont beaucoup de e-commerçants, qui nous ont raconté leur parcours là-bas, dont des Français qui se sont mis là-bas avec la société. Cette semaine était juste passionnante parce que rencontrer une trentaine d'entrepreneurs qui racontent leur parcours, c'est juste énorme. Et qui nous ont dit un peu les doux, les dentes, donc hyper puissants, et qui nous disaient attention, c'est pas comme ça, vous n'allez pas arriver comme ça, il faut comprendre la consommatrice, dans mon cas, parce que c'est quand même 90% de femmes. Il faut comprendre les codes, c'est pas parce que vous êtes français que vous mettez Made in France ou quoi que ce soit que vous allez percer. Donc voilà, et allez-y peut-être tranquille. Et donc nous, c'est la décision qu'on a prise à l'issue de cette semaine, où on s'est dit qu'on allait commencer par un peu d'influence. Donc on a 1 ou 2 influenceuses. On a contacté un concept store aussi qui est à New York, permanent. Et donc on a pu mettre, qui s'appelle French Wink, on a pu mettre nos produits là-bas. Donc on a un premier pied-à-terre. Et on a fait aussi un pop-up store d'une personne qu'on a rencontrée pendant cette learning experience. Et pop-up store qui nous a permis de rencontrer la clientèle américaine et de comprendre en fait ses codes, ses besoins, les couleurs qu'elle préférait, les dimensions qu'elle préférait. Et là maintenant, on peut se dire ok, on lance les pubs en comprenant mieux en fait quels sont les produits, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on va mettre en avant. J'ai une épiphanie là, c'est pour ça que tu me vois sourire comme un idiot depuis 1 minute. T'as changé un peu la plateforme de marque légèrement pour dire Émilie Pilot de Paris. Oui, en fait, la société a été créée à Paris et c'est vrai que quand on a été là-bas, c'est des Américaines, franco-américaines, qui nous ont dit
Émilie Spilot, en plus, voilà, bon, ça fait américain, mais du coup, on pense même pas que vous êtes française, quoi. Oui, et mon épiphanie, c'est que entre la première fois où on s'est parlé et aujourd'hui, il y a Emily's in Paris, la série qui cartonne, qui a un énorme carton. Dont j'ai vu la styliste il y a 2 semaines et je lui ai dit c'est pas possible, il faut Marilyn que tu mettes mes produits dans la série. Donc bon, je sais pas si elle aura l'occasion, mais voilà. Ils t'ont pas embêté? Ah mais pas du tout parce que j'avais créé avant. Oui, bien sûr, mais Donc, ça les dérange pas. Pu, puis, je pense quand t'es Netflix et que t'as 300 millions pour une série, tellement éloigné. Mais tu penses à l'inverse que ça aide un peu? Je me suis posé la question si en organique ça pouvait aider tous les gens qui tapent Emily's in Paris. Je pense pas. Je pense pas. Après, les gens peut-être qu'ils sont plus à même quand ils entendent Emily. C'est quelque chose qui est tellement maintenant un prénom qui est tellement commun. Emily Spilot Paris, Emily Spilot from Paris. Oui. Ouais. Que peut-être il y a un côté où tu vois, voilà, ils sont plus habitués aussi à ça. Ça peut jouer. Learning Experience en novembre 2023 avec des consultants, c'est un groupe ou vous êtes que toutes les deux? Souvent c'est des groupes. Enfin, non, là c'est vraiment quelque chose d'un peu plus privé, qu'il faut compter une fourchette entre 15, entre 20 et 30 000 pour ce genre. Mais tout on mouillé. A beaucoup hésité. Donc les consultants, les billets d'avion, les rencontres, l'hôtel. Okay. C'est ça. Le visa, voire t'as même pas un de peu visa. plus quand tu prends tout en compte. Ah ouais, donc c'est quand même un invest. C'est un invest. Moi j'ai beaucoup hésité à le faire. Parce que invest et que je suis plutôt du genre un peu prudente. Je suis désolé, mais c'était en novembre 2023. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment cette période, c'est 6 mois entre le CJD, la commission du CJD, où all-in avec le freelance, le recrutement, 50 000 balles sur le voyage aux États-Unis. J'ai pété beaucoup de barrières à ce moment-là, de croyances, et j'y allais. Okay. Et après, je me suis dit, ok, ce budget, c'est sûr, c'est pas donné. Maintenant, tu vas aller aux États-Unis, il faut bien y aller. Sans doute que si on fait pas ça, on perdra bien plus que 20 ou 30 000 euros. Donc, allons-y. Mais ta conclusion de ce learning experience et du pop-up, c'est quand même d'y aller tranquille. Ouais, d'y aller tranquille. Mais maintenant, on a des contacts. On a pu faire le pop-up aussi grâce à cette learning experience, qui était juste génial. Et puis, on a fait, on a dû faire 3 ou 4 000 $ sur une journée de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est loin d'avoir remboursé ce pop-up en question. Mais bon. Non, voilà. non, mais en revanche, ça a une valeur folle de parler à une consommatrice. Voilà, ça a une valeur locale, folle. Et en plus de ça, il y avait aussi des représentants, par exemple, de Goop qui sont passés. Donc maintenant, on est un petit peu quand même dans Goop, qui est la marketplace de Gwyneth Paltrow aux États-Unis, qui cartonne. Il y a eu des représentants de boutiques qui sont passés, et donc il y a une boutique des Hamptons et de Los Angeles qui souhaite aussi nous référencer. Donc c'est tout ça qui s'est mis en place. Donc ça commence à prendre, et on ne fait pas encore de pub, mais en octobre, on va les lancer. Voilà. Tu m'as dit un truc intéressant quand on préparait cet entretien sur justement la consommatrice qui au début achetait une thé, thé par thé, une thé à l'unité, mais elle achète ce qu'on lui dit d'acheter. Oui. Je te laisse reprendre et reformuler. Oui. Non, mais en fait, sur le stand, donc les Américaines arrivaient, c'était quand même des personnes qui avaient un gros panier moyen. Il y avait des personnes des Hamptons, tu vois, t'avais, je pense vraiment des personnes avec beaucoup de moyens. Et en fait, nous, on leur proposait la thé, on leur montrait la thé, et puis elle prenait la thé, elle se disait, je prends une thé, ciao, bonsoir. Et il nous restait encore plein de stock à la fin de la journée. Là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas repartir avec tout ce stock. Et donc, j'ai proposé à Estelle de faire un peu le modèle qu'on a en ligne, où aujourd'hui, on a un pack en ligne où pour 3 thés achetés, on offre la 4e. Parce que pour nous, c'est rentable, parce que pour le consommateur, c'est sympa, ça leur fait un pack de 4. Et là, en fait, j'ai fait la même chose en direct. Je disais à la consommatrice, alors, si vous voulez, on a une offre, vous pouvez en acheter 3 et vous avez la 4e qui est offerte pour vous remercier quand même de cet achat conséquent. Donc, voilà. Et là, elle disait, give me 4. Tu vois, pas de question, vous m'en donnez 4. Et voilà, et j'étais presque un peu gênée. C'était quand même des montants parce qu'on met entre 20 et 30%. On a élevé nos prix pour x, y raison. C'est ce qu'il faut faire. Quand on va aux États-Unis, on ne peut pas vendre au même prix. Alors, comment ça, c'est ce qu'il faut faire ? Parce que tu as les douanes, tu as le transport qui est augmenté, tu as plein de choses qui font que ton tarif, si tu le mets en dessous, en fait, ça va pas passer. Et puis, tu as l'euro-dollar aussi, et il faut se sécuriser quand même aussi sur cet aspect, ce lancement là-bas. Et si, c'est comme tout, si tu mets ton prix pas assez bas, tu te crames vite les ailes, tu te crames ton cash, et c'est dur après de réaugmenter les tarifs en plus. Et du coup, tu vas changer aussi ton modèle d'expédition ?
Alors pour le moment... D'approvisionnement, pas d'expédition. Oui. Alors ça, j'ai parlé à quelques e-commerçants qui ont déjà sur ce modèle qui ship aux États-Unis. Et on passe par Globally, qui... je les cite, coucou. on les cite à presque chaque épisode. Okay, ce serait temps qu'ils nous envoient un chèque. C'est chèque. Et donc eux, au départ, on a vu, quand on était là-bas, on a vu des logisticiens qui sont super, qui étaient prêts à recevoir nos stocks. Et en fait, mettons pas la charrue avant les bœufs. On va shipper depuis la France. Ça arrive quasiment entre 5 à 7 jours aux consommateurs américains en partant de Paris. Donc finalement, et le consommateur américain est aussi assez OK sur ces délais-là. On pense qu'il faut que ça soit livré en 24-48 heures, mais là-bas, ils ont l'habitude, s'il y a un entrepôt qui est dans le nord des États-Unis, ça ne peut pas être en 24 heures dans le sud des États-unis. Donc ils sont plutôt OK. Pareil, enfin ils savent. Oui. À la fin du pop-up, j'avais même des clientes qui voulaient des références que je n'avais plus. Je les ai faites acheter sur le site, que j'avais heureusement mis en version déjà USD, etc. Et elles ont reçu leur thé 7 à 10 jours après. Voilà, mais pas de souci. Excellent. J'ai une question qui m'est venue, mais elle m'a échappé. C'est pas grave. Ton plan de lancement, ce sera quoi ? Le plan de lancement là-bas, US. Le plan de lancement, c'est donc adressé et du physique, donc du retail, et en même temps du digital, donc être vraiment omnicanalité. Digital, ça va être de faire via des influenceuses aussi, même si l'influence, c'est un sujet, c'est pas très... faut l'aborder d'une façon vraiment notoriété, parce que c'est très dur d'avoir de la rentabilité. Il faut aussi, on va faire donc les publicités, où là, on a fait une vidéo déjà dans l'atelier qui est dans le Nord, où on y a été, on a pris un vidéaste professionnel, et j'ai raconté comment les thés étaient fabriqués en France. Donc ça va être en publicité pour les États-Unis, avec un bon accent Frenchy. J'espère que ça passera quand même. Et... Laure in Paris. et voilà, et puis les publicités, ça va pas faire comme l'Espagne, où comme je t'avais dit, on avait mis 5 000 € et en fait on était complètement à perte et on a arrêté au bout de 5 000 €. Alors tu m'as dit en préparant l'entretien, mais tu l'as pas dit au micro, là, donc on va en parler. Ouais. Et tu vois, l'Espagne, on a décidé d'arrêter parce qu'on a considéré que ça n'allait pas être pris comme ça. Vraiment, les États-Unis, on va pousser, même si ça prend pas au démarrage, on va quand même faire du test and learn, on va pas lâcher l'histoire comme ça, parce qu'on veut vraiment rentrer là-bas. Il y a un marché, les gens connaissent bien déjà la thé d'oreiller en soie, il y a des concurrents qui sont très implantés là-bas. Et nous, on pense arriver en disant, justement, quand même, marque française, même si tout à l'heure je disais que ça ne fait pas tout, et ça fait pas tout, mais ça va être notre différenciation, marque française. En plus, on a travaillé les thés d'oreiller, on a mis une finition passe-poil pour que ça soit encore plus qualitatif, on a augmenté passe-poil. Ouais, c'est comme le fil qui est autour, en fait, qui vient renforcer la couture, un peu comme un petit bourrelet autour, mais voilà, ça s'appelle un passe-poil, un piping en anglais. Et pour renforcer et pour différencier notre produit, parce que ça aussi, ça a été comment différencier la thé d'oreiller des autres thés d'oreiller du marché. Et ça passe par le packaging qu'on a revu aussi pour qu'ils soient en retail, pour que là-bas aux États-Unis, mais aussi en France, qu'ils puissent être posés sur étagère, qu'ils soient hyper quali, hyper mignons, que ça soit comme un gift, un cadeau. Donc on a repensé ça aussi, et pour les États-Unis et pour la France. Donc voilà, il y a ce côté vraiment physique. Et ton univers de marque, tes plateformes, tu as travaillé avec un anglo-saxon, un native américain ? Tu vas le faire ? Pas vraiment, on va le faire. Je pense que ça va être avec quelqu'un que je connais d'ailleurs à Montréal qui retravaille les plateformes de marque. Par exemple, on aimerait apporter un peu plus d'humour dans le quotidien, parce que nous, on se considère, on travaille dans l'humour, dans la joie, et finalement, ça se ressent pas, tu vois, sur nos réseaux et dans notre communication. Parce que c'est dur de faire de l'humour tout en restant quand même sur un produit qui est assez haut de gamme. Haut de gamme et donc on est sobre et chic. On est là-dessus sur cette problématique en ce moment. Et voilà. Et donc le packaging a été repensé. D'ailleurs, c'était quand même très compliqué de revoir tout ce packaging aussi, parce que, encore une fois, les fournisseurs chinois. On a aussi travaillé avec des fournisseurs français, mais... mes fournisseurs français, moi je me suis dit c'est une ineptie de faire des packaging ici pour les envoyer en Chine pour qu'ils reviennent ici. Donc à un moment donné il faut aussi pas faire de toutes ces opérations qui n'ont pas de sens, mais voilà, aujourd'hui les États-Unis c'est avec de la pub, c'est avec du physique, on a retravaillé les packaging, on sait maintenant qu'est-ce que la cliente américaine préfère en termes de produits, donc je pense qu'on commence à être pas mal. Amazon
Amazon, on va y aller. On y Aux va US. ce semestre-là. Ok. Pas qu'aux US. On y Partout. va. Alors, si, partout. On a mis du temps à y aller parce que, pareil, je me disais, est-ce que des produits en soi et sur une marque que l'on positionne haut de gamme a sa place sur Amazon? On a fait des études de marché et en fait, oui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que le luxe vraiment qui est réticent à y aller. Ils ont peut-être raison. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est le moyen aussi, clairement, de développer de nouveaux marchés facilement. Typiquement, l'Allemagne, ils sont très friands d'Amazon. D'autres produits, d'autres pays aussi, tels que les États-Unis, sont aussi friands d'Amazon. Donc, on est en train de développer la plateforme. Oui, et puis tu as un positionnement, alors surtout aux États-Unis, où on peut trouver des marques de luxe sur Amazon. C'est beaucoup, il y a moins de barrières qu'on peut avoir, de freins, disons, que ce qu'on peut avoir chez nous. Génial. T'as parlé de l'Espagne, donc tu as tenté l'Espagne. Oui, on a tenté l'Espagne parce que très proche en termes de logistique pratique, on s'est dit un peu les mêmes codes. Et en fait, je crois que la thé d'oreiller en soi, là-bas, le marché ne la connaît pas vraiment. Et ça coûte assez cher quand même de développer un nouveau marché avec les coûts d'acquisition actuels. Donc on a mis jusqu'à 5 000. Je m'étais fixé entre 5 et 10 000 de budget. Mais quand on a mis les 5 000 et que la moyenne de la campagne, c'était 0,3, quelque chose comme ça de ROAS, je dis, là, on arrête. Enfin, encore une fois, je n'ai pas levé de fonds, je suis en fonds propres, donc j'ai pas... et même ceux qui ont levé de fonds, attention, qui écoutent ici, font attention, c'est pas ce que je dis. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas me permettre de prendre plus de risques que ça sur ce pays-là. Je préfère justement garder pour un peu plus faire du test and learn aux États-Unis. Ok, et donc t'arrêtes. Donc on a coupé l'Espagne et on va plus... ça t'a coûté de l'argent? Ça m'a coûté entre 5 et 10 000 euros. Ouais, donc t'étais perdante sur le... Ouais, j'étais vraiment perdante. Okay. Et on y va plus à travers des marketplaces, justement, pour aussi sonder le marché là-bas. Écoute, on a abordé tous les sujets que je voulais aborder. C'était top de te revoir. J'ai le sentiment qu'il y a eu deux... Oh non, pardon. En tout cas, dans cette histoire, Émilie Spilo, excuse-moi, j'allais dire, il y a eu deux moments déterminants dans ta vie, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, et que c'est pas ceux-là. Mais le jour où tu quittes ton job 9 to 5 dans un grand groupe pour te lancer, et cette commission du CJD. Ouais. Ou en tout cas cette période. Cette période, oui, parce que il y a eu le CJD, mais je pense que j'avais plein de signaux forts avant. Il y avait justement Estelle qui avait rejoint l'aventure depuis déjà quelques mois et qui est aujourd'hui directrice commerciale et qui me disait faut aller aux États-Unis, qui me permettait aussi de rêver plus grand. Et au bout d'un moment, je pense, j'ai reçu des messages de droite et de gauche et j'ai fini par les écouter et à me dire vas-y à fond. Et voilà, donc... Ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Donc voilà, moment déterminant, puisqu'aujourd'hui tu fais que 300% ou 400% de croissance là sur. Tu fais x3, x4 cette année. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que tu ferais différemment sur ces 18 derniers mois? Alors, déjà, ce que je ferais de mieux, c'est peut-être. En fait, j'ai quand même. Je vois très souvent les choses de façon positive, donc j'ai du mal à revenir. Parfois, je pense que j'oublie un peu, tu vois, les passages. Moi, je pense que c'est une qualité, ça. Ça nous sauve. Sûrement, je suis pareil, j'oublie, sûrement. moi. Les engueulages, je m'en souviens plus. Et je m'en veux parce que Elina, que j'embrasse, ma compagne, qui a reçu à Noël dernier 3 thés d'oreiller, je t'ai dit ça, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est marrant. Émilie Spilo. Je me souviens jamais de pourquoi on s'est engueulé. Et du coup, j'ai pas de vieux dossiers. Elle a des vieux dossiers. Moi, je les ai oubliés. Tiens. Ouais, je pense. Pardon, c'est... je Non, referme, mais c'est sûr. Enfin, et puis tu vois, faut penser aussi avenir, futur, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je pense test and learn. Ça, c'est un des acquis. Tu vois, on a un peu testé. On s'est dit à un moment, on met 30 000 de budget tous les mois, ou c'était 20 000 de budget sur l'influence. On se dit, allez, on y va, on crache sur l'influence. Dans le sens, on crache le budget sur l'influence. Et en fait, très rapidement, on a vu que quand même, là, c'était un peu à perte. Alors, on dit tout le temps, c'est notoriété, mais à un moment donné, il faut aussi parler rentabilité. Donc, on a repensé le budget, par exemple, influence, ou alors l'approche de l'influence. Qui pour moi aujourd'hui c'est plus des leaders d'opinion, c'est plus via l'expérience. Par exemple là on va lancer la broderie, d'ailleurs quand le panier passera normalement on l'aura déjà lancé. On a acheté une brodeuse industrielle qu'on a mis dans nos bureaux à Bordeaux. Donc ça aussi c'est un des risques quand même parce que cette machine est environ à 20 000 euros plus la formation etc. Et tu vois, et on va inviter toutes les influenceuses dans les bureaux.
pour être sur un live en fait et broder leur thé en live. Donc je pense aussi c'est repenser l'influence et on a peut-être fait de l'influence un peu trop classique et ça nous avait perdu de l'argent. Donc là-dessus ça a été quelque chose où je me suis juste dit ok, parce qu'on y va, je mets du budget. Bah non, faut quand même bien réfléchir à là où tu mets ton budget, faire du test and learn et reprendre finalement très rapidement les rênes. Et j'ai peut-être un peu tardé à les reprendre là-dessus. Mais maintenant, on essaye de le faire différemment. Et voilà, et après, sans doute, l'acquisition aussi. L'acquisition, c'est... Oui, on a trop forcé. Il y a un mois où on a trop forcé, c'était le mois de décembre. Nous, on s'est fixé un peu une limite qui est déjà assez élevée, mais de dire qu'on met 30% de notre chiffre d'affaires, hors taxe, qu'on met maximum 30% en acquise. Ce qui est déjà énorme, hein. Mais moi, mon objectif, il est bien sûr entre 20 et 25. Et il y a un mois où, en fait, la personne qui s'occupe s'est un petit peu lâchée là-dessus. Et on a terminé à un budget qui était beaucoup trop haut et qui ne nous permettait plus d'être assez rentable. Donc ça aussi, je pense, c'est vraiment monitorer pour être sûr. Voilà, c'est 2 fois par semaine, je fais un point avec la personne qui fait mes publicités. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je peux laisser comme ça. C'est trop important. C'est le cœur... de mon cash, tu vois. 25-30% de ton CA, enfin de ta dépense plutôt, c'est... Bien sûr. Non, c'est 25-30% de ton CA. Ouais. Donc tu fais de la marge, je te le souhaite, donc c'est beaucoup plus de ta dépense. Ah oui. Okay. Ouais, donc... et on essaye vraiment de baisser ce coût d'acquisition. C'est ton premier poste ? C'est quasi le premier premier poste. C'est le premier poste. C'est kiff-kiff. Okay. Ouais. Mais on est... Voilà, et on je sais pas, on était passé, je pense, à 38%. Et là, je me suis dit, non, on aurait dû reprendre les rênes. Tu vois, on n'avait pas fait assez de points pendant le mois parce que c'était décembre et qu'on était dans la course de partout, donc on n'avait pas fait gaffe. C'est OK, mais depuis, j'ai mis mes indicateurs. J'ai dit, tu dépasses pas, c'est 30%. Voilà, ça, c'est niette. Tu vois, tu stagnes autour de 25, 30, c'est le max. Donc, ça me permet d'être plus rassurée là-dessus aussi. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est quand même en filigrane là, dans cette... Grane ou gramme ? À chaque fois que je le dis, j'ai un filigrane. Filigrane, je crois. Avec un N. Il y a quand même un filigrane de cet échange, c'est que t'as lâché les chevaux. Donc peut-être test and learn, mais il y a un moment où t'as lâché les chevaux. Oui, non, j'ai lâché les chevaux, oui. Mais you gotta spend money to make money. Tu vois, je pense que ensuite, il ne faut pas la dépenser à l'aveugle. Tu viens de le dire, il faut contrôler, il faut vérifier. Trust but verify. Beaucoup d'anglicisme dans cette fin d'épisode, mais tu pars aux États-Unis, enfin au Canada, donc on peut. Mais il y a un moment où il faut investir. Ouais, voilà. Après, ça dépend de la vision de chacun. Je pense qu'il faut être OK avec ça aussi. Mais à un moment, je me suis dit, je fais pas tout ça pour vivoter, pour tu vois, pour faire des heures et être moins payé que ce que je faisais dans l'aéronautique. Et je suis à l'aise avec ça. Et je pense qu'il faut le dire. À un moment donné, on fait pas ça, même si c'est très fun, même si j'ai voulu aussi sécuriser, j'ai voulu voir qu'est-ce que ça donnait et jouer carte sur table pour n'avoir aucun regret, quoi. Ni remords ni regrets. Merci Laure, c'était passionnant comme la dernière fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors c'est marrant parce que la première fois qu'on a enregistré donc l'épisode 133, allez l'écouter, on a parlé vraiment d'autres sujets. Je m'étais fait planter. Je sais plus par qui. Tu vois, j'oublie. Je m'étais fait planter par quelqu'un et Laure était dans les bureaux parce que tu étais à la Villa Maria que j'ai cité, qui sont des bureaux incroyables à Bordeaux dans lesquels on se croise. Laure était là, je te connaissais, tu me connaissais, tu écoutais le panier, je crois. Et je dis, allez, viens, on enregistre. T'étais pas prête et pourtant, c'est un super épisode. Merci à toi. Merci Laurent. Bonne continuation, bon déménagement au Canada et bon lancement aux États-Unis. Faisons le point dans un an pour me dire comment ça s'est passé ce lancement, le test and learn et l'investissement. Et puis, tu sais quoi, au pire, j'aurais tout donné, donc voilà, tout testé. Laure Lagarde sur LinkedIn, emiliespilot.com. Laure Lagarde sur LinkedIn si vous voulez continuer la conversation, qui ne fait plus de conseils pour les entrepreneurs mais qui partage très volontiers, j'imagine, des conseils, donc n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée au podcast Le Panier, comme ça vous ne ratez aucun épisode. Abonnez-vous à la newsletter lepanier.io pour vous inscrire et pour avoir des petites news fraîches et les derniers épisodes également. Super, merci Laurent. Merci à toi, merci à vous toutes et tous, à bientôt, salut.